Je vais vous demander de prêter attention à l'intervention de nos trois conférenciers qui vont nous faire le plaisir de nous apporter chacun à sa manière un éclairage sur ce sujet éminemment stratégique pour nous tous ici, qui est du droit au conseil en orientation aux travailleurs citoyens, avec bien évidemment en filigrane la question subsidiaire, est-ce une réalité ou bien un mythe ? Oui, j'ai commencé moi par réalité ou mythe, ce qui peut vous laisser augurer de la tournure que vont prendre les interventions qui vont suivre. Alors, dans l'ordre des interventions, nous aurons l'honneur d'entendre Michel Miaille, que tout le monde connaît de réputation. Je vous rappelle qu'il cumule à la fois une intelligence académique en philosophie, en sociologie, en droit, en sciences politiques. Et donc c'est à ce titre-là qu'il va nous permettre d'aborder la question de ce droit à l'orientation sous l'angle des droits de l'homme, en se posant la question, et en tentant d'y répondre, bien évidemment, de savoir à quelle catégorie de droits de l'homme le droit à l'orientation fait-il référence. Vous verrez qu'il interroge parfois les paradoxes ou les contradictions entre d'un droit à l'orientation, d'un droit qui est parfois supposé plus que réellement opposable. Et il nous montrera quelles sont les articulations qui le caractérisent, notamment dans le passage de la logique informelle à la formalisation, au formel, de l'individuel au collectif et du désir, qui est l'expression parfois couramment admise du choix d'orientation, à quelque chose d'un peu plus rationnel. Après l'intervention de Michel Miaille, nous aurons l'honneur d'écouter M. Sauret, Marie-Jean Sauret. Tout le monde le connaît, au moins de réputation, sous ses différentes casquettes, mais c'est avant tout un des psychanalystes qui a un avis assez consistant, construit sur les problématiques de l'orientation. Je crois qu'il va nous montrer quelles sont les passerelles que nous pouvons retrouver entre la logique personnelle, individuelle de l'orientation et la logique collective, puisque vous savez très bien que l'orientation navigue en permanence entre ces deux pôles. Et donc finalement, quel est derrière le paradigme peut exister entre personnalisation et globalisation ? Un programme. Et pour conclure ces trois interventions, avant un débat avec vous bien évidemment, Madame Linhart, je suis confus de la présenter en troisième position, mais c'est comme ça que les organisateurs m'ont proposé l'ordre d'apparition en scène. Madame Linhart, tout le monde la connaît également, une sociologue du travail qui a beaucoup contribué à éclairer en quelque sorte les relations de l'homme au travail à travers là aussi les paradoxes et les contradictions des modèles managériaux sous-jacents et en donnant un éclairage particulier au modèle managérial français dans ce sens qu'il a tendance à essayer d'aller à contresens je dirais, la représentation qu'ont les travailleurs français, parce qu'ils sont eux aussi issus d'une culture, sur ce que Philippe Diribarne appelle la logique de l'honneur. Voilà. Et d'une certaine manière, Madame Linhart interroge les modes de management au travers de cette contradiction qui
en matière d'orientation professionnelle, mais aussi en matière d'orientation scolaire, nous interpelle beaucoup parce que derrière, c'est l'épuisement, c'est la souffrance au travail. Et puis, quelquefois, ça va jusqu'à la dénaturation des représentations du travail et donc la dénaturation du travail. Voilà, sans plus attendre, je me tourne vers Michel Miaille et je lui demande d'être, comme à son habitude, brillant, consistant et capable de tenir dans les 15 minutes que nous lui offrons, enfin qu'il va nous offrir. Merci, Monsieur le Président. Donc je commence tout de suite par cette question, est-ce que l'orientation serait aujourd'hui devenue un nouveau droit de l'homme? Je ne répondrai pas tout de suite à cette question parce que pour y répondre, il faut d'abord avoir répondu à deux autres questions. Premièrement, la catégorie des droits de l'homme n'est pas une catégorie homogène, comme le croient beaucoup. Les juristes savent qu'il y a plusieurs générations de droits de l'homme, donc plusieurs catégories de droits de l'homme. Et donc la première question sera, à quelle catégorie des droits de l'homme pourrait-on rattacher le droit d'orientation? Alors vient une deuxième question, qui est d'aborder plus concrètement le processus de l'orientation au travers des personnels, des institutions, des techniques, ce qui entraînait, comme l'avait bien vu Michel Foucault, des disciplines particulières, des manières de se comporter auxquelles les individus se plient ou sont obligés de se plier. Et il me paraît intéressant, pour analyser l'orientation comme un droit de l'homme, de voir à quelle discipline renvoie l'exercice de ce droit. D'abord, la première question, à quel type de droit de l'homme pourrait correspondre le droit d'orientation? L'idée que l'homme a reçu de la nature et de sa nature propre, sa nature humaine, des droits, est relativement récente dans notre univers. Elle n'a que quelques siècles. Et pourtant, elle a généré très rapidement de nouvelles générations, à partir notamment de la Révolution française, puis du XIXe et du XXe siècle, de sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en présence d'au moins 3 générations de droits de l'homme, qui n'ont ni le même contenu, ni les mêmes conséquences. Première catégorie, la plus ancienne, celle à laquelle vous pensez tous, évidemment, c'est celle qui s'affirme dans les déclarations du XVIIIe siècle. Les hommes naissent et demeurent titulaires de droits que la nature, et entendez la nature humaine, leur a confiés. D'où toute une série de droits individuels que l'homme peut exercer ou ne pas exercer, c'est sa liberté. Et au fond, s'affirme ici cette idée que le langage courant énonce facilement, j'ai le droit de. Chose qui était impossible à dire en romain. Linguistiquement, ce n'est pas possible. Et intellectuellement, ce n'est pas possible. Le droit de l'homme apparaît donc comme un prolongement de la volonté et de la personne. Et c'est l'affirmation de ce droit qui est l'aspect peut-être le plus nouveau et en tout cas le plus révolutionnaire en son temps de la nouvelle société dont nous sommes les héritiers. Il y a une deuxième catégorie qui va assez tôt se manifester, dès la Révolution française, mais qui va devoir patienter pendant au moins un siècle, tout le XIXe, pour n'être consacrée en France qu'en 1946. C'est un droit ou un ensemble de droits qui n'existe que grâce à l'action de l'État. L'État est désormais sommé de réduire les inégalités qui deviennent insupportables. Il faut donc que l'État intervienne pour assurer concrètement des égalités que la nature ne produit pas spontanément. D'où l'idée de déclarer, comme on l'a fait en 1946, des droits sociaux. Les droits relatifs aux catégories défavorisées, les femmes, les enfants, les vieillards, le droit à la santé, le droit au travail, le droit à recevoir une aide pour mener une vie normale, bref, tout ce qu'on peut faire appartenir à ce qu'on a appelé l'État-providence.
Désormais, ces droits ne dépendent plus de la nature, y compris la nature humaine, ils dépendent d'une bonne organisation de la société qui doit se comporter comme une sorte d'assureur social, d'où la gloire des assurances sociales. Il doit se comporter comme un assureur puisque tous les membres de la société, par leur travail et leur cotisation, permettent de réduire les inégalités. Et il y a enfin une troisième catégorie de droits de l'homme, encore plus récente, qui date du XXe siècle et qui est liée à nos technologies les plus développées. Peut-être que la formulation la plus claire en est donnée, si vous avez la curiosité d'aller la lire, par la Charte de l'environnement qui a été ajoutée à notre Constitution depuis 2003. De quoi est-il question ici? Il est question d'organiser la défense des individus et de la collectivité contre des risques ou des menaces que fait peser la technologie moderne. Risques climatiques, écologiques, risques sur l'eau, risques sur la nourriture, risques sur les maladies transmissibles, et ainsi de suite. Et on voit bien ici que ce sont des droits tout à fait inédits. Ils ne sont pas véritablement naturels. Ils ne dépendent pas que de l'organisation de l'État, puisque nous avons compris que même les nuages de Tchernobyl ne s'étaient pas arrêtés aux frontières. Ils dépendent du concert des nations. Ils dépendent de l'activité aussi misérable de quelqu'un qui ne tourne son robinet d'eau, qui ne laisse pas couler pendant qu'il se lave les dents pour économiser l'eau, jusqu'à des mobilisations qui concernent des continents entiers. Bref, si nous sommes locataires de notre terre, quel est le type de droit de l'homme qui appartient à cette nouvelle conjoncture? Vous le voyez, trois catégories très différentes. Où caserons-nous le droit d'orientation? À l'évidence, entre la première et la deuxième catégorie. Bien sûr que le droit de l'orientation est un droit de l'homme au sens traditionnel. On pourrait le dire sous cette forme ramassée, j'ai le droit de m'orienter. Ma nature humaine, ma dignité fait que je ne dois pas subir des pesanteurs, des obligations que je peux, par ma seule volonté, essayer d'écarter. Au fond, c'est l'anti-fonctionnement de la société traditionnelle où l'orientation existait, mais pas comme un droit. Elle existait comme une conséquence naturelle de la famille. L'aîné serait militaire, le second serait curé. L'aîné des filles ferait un joli mariage, la dernière irait dans un couvent. Le pêcheur avait un fils qui était pêcheur. Le campagnard avait un fils qui était campagnard, et ainsi de suite. Autrement dit, dire que c'est un droit de l'homme, le droit de m'orienter, c'est en effet briser, d'une certaine manière, les pesanteurs sociales. Mais c'est aussi un droit de la deuxième génération. Parce que ne rêvons pas, le droit de l'orientation ne se réalise pas dans un univers éthéré. Il faut des institutions, il faut des locaux, il faut des personnels, il faut des techniques, il faut du papier, il faut des colloques. Et dès lors, nous voyons bien que qui va s'occuper de cela? Eh bien, c'est l'État que l'on va sommer de mettre en place les institutions grâce auxquelles ce droit pourra être exercé. Mais alors on change de registre. Ce n'est plus « j'ai le droit de m'orienter », j'ai le droit à être orienté. Et ça change tout. Et on voit bien qu'ici, si l'on passe au plan de l'organisation de la société, on est dans un tout autre registre par rapport à ce qu'était le droit dit de l'homme provenant de sa nature. Si vous voulez, je ne vais pas trancher encore entre ces deux acceptions. Je vais rester dans cet entre-deux, dans cette contradiction. J'ai à la fois la revendication de m'orienter et en même temps je me soumets à l'orientation qu'on me propose. Alors nous pouvons peut-être aborder la deuxième question. Quelles sont les disciplines, pour parler comme Foucault, qui sont en jeu? Il me semble qu'il y a trois types de problèmes que l'on pourrait essayer d'élucider. Le premier problème que j'ai déjà commencé d'aborder, est-ce que c'est l'individu qui s'oriente ou est-ce que c'est la société qui l'oriente? Ce n'est pas du tout la même chose. S'orienter apparaît comme un exercice de liberté personnelle.
Ce serait même, si on en croyait Pierre Bourdieu, la manière d'écarter les pesanteurs, tout ce capital culturel, social, politique, qui autrefois s'imposait pour laisser place à une sorte de liberté arrachée sur les pesanteurs familiales, sociales ou géographiques. Autrement dit, s'orienter serait la brisure des déterminismes forts et silencieux qui, jusqu'à maintenant, fonctionnaient à l'insu, la plupart du temps, des individus. Donc faire de l'orientation un droit de l'homme serait donc un chemin de liberté. Pourtant, comme je l'ai dit, et on le voit bien depuis une cinquantaine d'années, la possibilité de s'orienter suppose des institutions et des pratiques. Ça n'a rien de ce petit, cette petite discussion, cette petite conversation aimable dans les fins de repas des familles petites bourgeoises, où entre l'oncle et le cousin, on faisait, par échange d'informations, l'avenir des enfants. Ça n'a plus rien à voir. Heureuse famille qui pouvait éviter de passer par l'orientation et qui s'auto-orientait. Désormais, on le sait, l'orientation est organisée. Nous pourrions faire le parallèle avec d'autres idées. Le droit à l'éducation, qui naît en 1880, il n'a pas généré simplement l'idée que chacun pouvait s'éduquer comme il voulait. Il a généré des constructions d'écoles, des statuts d'instituteurs et d'institutrices, des programmes, des manuels, des vacances, des contestations. C'est cela l'école aujourd'hui, très concrètement. Et le fait que ce mammouth, si vous me permettez de prendre cette expression, puisque j'appartiens par l'université à ce mammouth, soit aussi résistant, montre que le droit à être éduqué passe par des canaux mal maîtrisés, pas simplement par les élèves, mais également par les enseignants. Autrement dit, nous voyons qu'il y a ici une question qui devrait faire l'objet de notre souci, l'ambivalence d'une orientation qui est à la fois, je dirais, une victoire sur les déterminismes sociaux et en même temps la construction d'autres déterminismes. Deuxième question sur les techniques mises en œuvre. En quoi consistent pour l'essentiel les techniques de l'orientation, telles que j'ai pu les voir fonctionner dans l'université ou périphériquement? C'est d'être au courant des dernières données objectives de construction des métiers, des filières, des réussites en pourcentage par rapport au baccalauréat que l'on a obtenu. Bref, c'est l'état du marché de l'emploi. Et c'est cet état du marché de l'emploi qui va guider l'orientateur face aux jeunes. Cette liberté théorique qu'il aurait pu réclamer s'effondre devant le fait que ses rêves n'ont plus rien à voir avec une conduite de groupe, une conduite collective, je dirais, de génération que l'on dirige en fonction des emplois vers telle ou telle profession. Que reste-t-il alors du droit de s'orienter lorsque, en réalité, la contrainte des politiques publiques est l'élément central? Combien faut-il d'industriels, de médecins? Combien faudra-t-il d'enseignants et d'infirmières? Comment maîtriser les filières qui y conduisent? Est-ce que la filière où vous vous trouvez est la bonne pour espérer réussir dans ce métier? J'ai été doyen d'une faculté qui n'était pas bénie des dieux parce que les conseillers d'orientation y envoyaient tous ceux qui n'étaient pas assez bons pour faire du droit parce qu'ils n'étaient pas bons littéraires et pas assez bons en maths pour faire sciences économiques. Et on les retrouvait dans la faculté de gestion, moyennant quoi les résultats étaient à l'aune de cette orientation. Qui faisait finalement l'orientation dans ce cas-là? Les statistiques, la gestion de ce qui était le plus probable, c'est-à-dire la pesanteur des mécanismes de l'éducation. Je termine avec ma troisième et dernière question. Quels sont les enjeux? Bien sûr que nous ne sommes pas dans l'Union soviétique des années 50 où les orientations étaient planifiées. Bien sûr que nous sommes dans un système libéral. Mais qu'est-ce qui remplace la planification? C'est l'état du marché, libre. Et
sans, comme le dit un texte de la Convention qui nous rattache tous aux autres pays européens, et sans entrave. Autrement dit, pour éviter les choix inconséquents, les orientateurs sont obligés de mettre fin aux rêves, comment je dirais, irréfléchis d'un certain nombre. À charge pour eux après de faire leur libre choix. Alors, j'ai pu constater dans ma carrière avec amertume qu'il y avait une petite catégorie de jeunes qui n'avaient aucun problème à cet égard-là. Ces petits contingents privilégiés où le milieu social fait qu'on s'oriente naturellement vers HEC ou l'ENA et que sans l'ombre d'un doute, on sait que l'on réussira. Ayant été moi-même membre du jury de l'ENA, je peux vous dire que j'ai eu les plus mauvais souvenirs de ce que réalisait une orientation auto-fabriquée par les familles et qui réussit. Et puis il y a la cohorte des jeunes non orientés, des jeunes qui ne savent même pas qu'existe l'orientation, qui ne connaissent l'orientation que ce petit mot au bas du bulletin, orienté vers telle catégorie. Dès lors, entre une élite qui n'a pas besoin d'être orientée et une masse pour qui l'orientation reste encore un mystère, je crois qu'il y a encore du travail pour que l'orientation devienne un droit. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Je crois qu'avoir à sa disposition des capacités de s'orienter, c'est une victoire sur les déterminismes sociaux. Je suis très rousseauiste. La liberté ne s'acquiert que dans la citoyenneté. On est libre qu'en étant membre de la société. On n'est pas libre dans un bois tout seul au milieu des bêtes féroces. Alors, l'ultime question nous renvoie au mot même d'orientation, et je vous la livre. Mot d'orientation qui est issu du vocabulaire des voyageurs et des marins. Chercher sa voie par rapport à l'Orient. Et je vous pose la question, et pour vous, quel est votre Orient? Je vous remercie. Merci professeur. Vous nous avez effectivement ouvert des routes, en tout cas celle de l'Orient. La trajectoire qui nous y conduit est longue. Et au regard ou au vu de votre intervention, en me tournant vers Monsieur Sauret, je suis tenté d'interroger le psychanalyste et le clinicien, mais peut-être que l'un et l'autre n'auraient pas forcément la même réponse à apporter. De quelle forme le verbe orienter vous accommodez-vous le mieux? De la forme pronominale, s'orienter, ou de la forme transitive? Nous vous écoutons. À la seconde, je ne sais pas exactement de quoi je vais, ou en tout cas comment je vais m'orienter. D'abord parce que, comme vous le savez, Freud considérait qu'il y avait 3 tâches impossibles: éduquer, gouverner, psychanalyser. Derrière gouverner, il faut mettre toutes ces questions relatives au conseil. Impossible pour une raison que je vais essayer de dire. C'est d'ailleurs comique de voir que l'inventeur de la psychologie clinique, Daniel Lagache, prônait, lui, 3 tâches comme définissant le métier du psychologue, qui était précisément orienté, éduqué, conseiller. C'est pas très compliqué. Ce qui est impossible dans la psychanalyse est possible dans la psychologie. Le problème est résolu. Bon. Alors, oui, c'est un tour de passe-passe, parce que moi, ce que je vais... c'est pas la première fois que je réponds à une invitation des conseillers d'orientation psychologue, et j'éprouve toujours la même, comment on pourrait dire, intrigue, et la même inquiétude. Je suis à la fois intrigué et inquiet, parce que j'ai le sentiment de partager foncièrement les mêmes questions, mais de ne pas parler exactement la même langue. Donc, je vais essayer de vous introduire à ma langue, pour vérifier que nous nous posons un certain nombre de questions communes. Alors d'abord, je voudrais rappeler ce que la psychanalyse appelle le sujet, parce que ce n'est pas l'individu, ce n'est pas la personne, etc. C'est assez simple, c'est ce qui, on pourrait dire, ce qui parle dans l'humain. Ce qui, passé la naissance biologique, consent au langage, c'est-à-dire au pouvoir de symbolisation. Or, le langage, ça ne fait que représenter. C'est-à-dire, on pourrait dire que le langage est en ce sens foncièrement menteur.
De sorte que le sujet est à la fois obligé, celui qui consent au langage, tous n'y consentent pas, est à la fois obligé de se poser la question de ce qu'il est et obligé de se coltiner le fait qu'il n'y existe de réponse que verbale, que fabriquée de mots. Et dans le mot, le dit sujet n'y rencontre pas le réel de ce qu'il est, seulement la question incontournable de son existence, au-delà de ce qu'il en fait, etc. Ce réel lui échappe de ce qu'il est. On pourrait dire que ce réel fait trou dans le savoir. C'est ça, on pourrait dire, le début de la découverte freudienne. Ce savoir indisponible, c'est l'inconscient, tandis que ce réel qui manque est reconnu comme la cause du désir. Je parle, je manque, je désire. Voilà, caricaturé, on pourrait dire, dans sa plus simple expression, la découverte freudienne. Je ne sais pas si c'est clair de le dire comme ça, mais je veux dire, faites l'expérience, demandez-vous, moi j'adore ça, mais ça va prendre plus de 15 minutes. Que suis-je? Je peux essayer de répondre. Alors je m'appelle Soré, mais mon père aussi, le père de mon père aussi. Je pensais quand j'étais petit qu'Adam s'appelait Adam Soré. J'ai déjà dit ça. Ben ouais. Et quand on m'appelait Marie-Jean, j'ai toujours pensé que ma mère n'était pas là quand je suis né, parce qu'elle n'aurait pas laissé faire. Bon. Mais ça a duré jusqu'à ce que dans la politique arrive un certain... Et là, j'étais très content de m'appeler Jean-Marie. Ben, voilà. Ça s'appelle l'inconscient, oui, vous pouvez applaudir. J'ai fait une psychanalyse, mais je reçois toujours du courrier de l'inconscient. Bon. Alors, faute de la possibilité de saisir le réel de ce que le sujet est par les moyens du savoir, eh bien, il le demande à l'autre. C'est ça, la fondement du conseil. Il y a quelque chose d'une sorte d'aliénation fondamentale. Et l'autre ne peut faire mieux, il faut bien dire quand même, que de fournir, enfin, je dis ne peut faire mieux, bon, vous êtes des professionnels, vous savez sûrement faire mieux, mais en général, on fournit un être formaté. C'est un mensonge de plus, tu es ceci ou cela. Confrontant le sujet, donc, à une autre épreuve, quelle que soit la valeur de la réponse, c'est que si l'autre fournit un être de langage, il est incapable de prendre à sa charge l'existence de l'autre, du sujet. Ça, on le laisse à la charge de chacun. C'est ce que Freud qualifiait de détresse originaire. Il faut se débrouiller, sa vie, on est bien contraint de la vivre. D'où la question de fond qui se pose à chacun, du coup, c'est ce manque qui habite le sujet, ce désir, quoi en faire? C'est ça la question. Le désir est intransitif. C'est pas vouloir ceci ou cela. Qu'est-ce que tu vas faire de ton désir? La retrouvaille impossible du réel rencontré comme perdu, s'il était possible de dire ce qui me manque, c'est ça qui va me compléter, ça signifierait la fin du sujet, sa mort, si nous entendons bien que le désir, le manque est la vie du sujet. Après tout, ce que confirme en un sens la dépression, l'angoisse, la mélancolie, et peut-être à un autre sens toutes les pathologies de la consommation, comme les formes modernes de l'anorexie, de la boulimie, de l'ennui, des conduites à risque, etc. Alors il y a pourtant un problème à résoudre pour chacun, c'est comment loger ce réel que j'ignore être finalement, et qui fait ma singularité, qui fait de moi une exception distincte par définition de chacun de mes semblables humains, comment loger cette singularité dans le commun et en évitant deux écueils, me dissoudre dans la masse, par adaptation, assimilation, accommodation, comme dirait l'autre Piaget, là, ou bien, si j'ai des souvenirs, ou bien, ne sais pas, par amour, bon, par exemple. On veut être à tout prix comme l'autre voudrait qu'on soit pour qu'il nous aime. Bon. Ou bien, l'autre écueil, c'est faire voler en éclats le vivre ensemble parce qu'on ne veut pas renoncer à ce qui fait sa singularité. Imaginez que chacun dise à chacun sa vérité, là, ben, on n'a plus qu'à sortir. Hein. Chacun sa vérité, à chacun sa jouissance, à chacun... Il n'y a que quand on dit à chacun sa merde que tout le monde est d'accord. C'est un truc que j'ai remarqué. Mais on ferait bien de se méfier. Freud, lui, a extrait une solution à ce problème. La solution à ce problème, comment loger sa singularité dans le commun, c'est le symptôme.
Ça, il faut arriver, bon, on n'a pas le temps de développer ça, mais c'est ça qu'il faut saisir, que le symptôme, c'est ce lieu de tension entre le singulier et le commun. C'est ce qui exclut la psychanalyse du champ de la psychothérapie, si vous voulez, au sens où il ne s'agit pas de guérir le sujet de ce qui ne va pas, mais d'extraire de ce qui ne va pas ce qui va, ce que ça contient de solution, puisque c'est ce qu'il a inventé. Sinon, on ne comprend pas très bien pourquoi on se maintient dans des galères qui ne cessent pas de se répéter dans sa vie. Il faut bien qu'on y tienne, et si on y tient, c'est qu'elles ont justement cette part de solution. Donc, le trou dans le savoir explique l'irréductibilité du sujet à la suggestion, une certaine résistance au conseil. Le symptôme rend compte de l'inaptitude du sujet à la psychothérapie, on pourrait dire, d'un certain point de vue, puisqu'il inclut donc cette solution à extraire des souffrances éventuelles. Et dans tous les cas, le sujet indéterminé de ce point de vue, non pas qu'il n'ait pas de détermination, mais parce que ses déterminations biopsychosociales ne lui dictent pas ce qu'il doit faire de ses déterminations. Eh bien, ce sujet est responsable, au moins potentiellement, de sa position, puisqu'on a l'impression qu'il n'a... C'est fini ? Ah non, je suis assez surpris, mais qu'il n'attend que de l'autre... qu'il n'attend que de l'autre... qu'il n'attend que de l'autre... je vais finir en 5 minutes, alors. Qu'il attend de l'autre qu'il prenne en charge un petit peu cette position. Alors, si je n'ai que 5 minutes, il faudrait à partir de là examiner les solutions dans lesquelles le sujet va essayer de se réaliser, enfin le monde dans lequel il va essayer de se réaliser. Il aurait fallu évoquer ici quand même un tournant dans l'histoire, c'est les Lumières, c'est-à-dire l'avènement de la science moderne, comme imposant un mode de réponse aux questions qu'on se pose, mais qui va distinguer les questions qui relèvent de l'explication, de la démonstration du monde physique, et laissant de côté toutes celles qui portent sur la question du sens, c'est-à-dire on pourrait dire les questions ontologiques, celles que se pose le sujet. Et on peut dire qu'à partir de là, les ontologies ne sont plus capables de leur prétention universelle à l'universalité, parce qu'elles sont incapables de rivaliser avec la science, qui devient un peu le modèle de tous les savoirs. Du coup, efflorescence de conflits idéologiques, qui fait que va s'inventer, on pourrait dire, je taille à l'âche, mais je crois que Jean-Claude Michéa en parlera beaucoup mieux que moi, s'invente au fond le libéralisme en un sens comme réduction des rapports entre les gens, non plus au sens ou aux questions qu'on peut se poser, mais strictement à leur valeur marchande. C'est-à-dire l'économie participe de cette extension du champ de la science à la question du sens. Ça va avoir des tas d'effets qui vont donner leur forme moderne, à savoir, ça va avoir plusieurs effets. Le premier effet, quand même, c'est que les sujets, s'ils sont bien fabriqués, comme la psychanalyse le dit, ils vont protester, ils vont résister. C'est quand même dans ce contexte-là que s'invente la psychanalyse et historiquement que vont naître dans la suite un certain nombre de psychologies cliniques et de cliniques comme dispositifs que le sujet se dote pour survivre dans un monde dont la logique éradique la singularité, en suscitant d'une part une idéologie, le scientisme, qui est l'idée qu'on peut répondre à toutes les questions par les moyens de la science, et d'autre part une anthropologie avec laquelle on est invité à se penser comme un homme-machine, au fond, un homme absolument réductible au calcul. Parmi les conséquences de ça, il y a le fait il y a des tas de conséquences qu'il faudrait examiner, notamment le fait qu'une machine n'a pas de symptômes, et donc il ne faut pas s'étonner d'une relecture en quelque sorte des solutions adoptées par le sujet pour se loger dans le monde, en termes d'accidents, de dysfonctionnements, de pannes, de troubles, etc. Reprenez de ce point de vue le DSM et vous aurez une idée de ce qui se passe, à savoir une véritable mutation du savoir à notre époque. Moi, c'était une des questions ce matin que j'aurais posées, c'est-à-dire, c'est très intéressant ici de débattre et de voir qu'on se sert du savoir pour penser le monde dans lequel nous habitons. Or, la mutation du savoir, pour le rendre homogène au tout calculable et au tout évaluable, transforme par exemple l'université dans laquelle je suis en entreprise libérale, qui va former des compétences, des informations, des connaissances
intégralement évaluable et par contre mettre au rencard les savoirs qui aident à penser le monde. Pensez quand même que dans les dernières 5 années écoulées, on a évoqué la suppression du latin, du grec, de la littérature, pensez à la princesse de Clèves, de la sociologie, de la philosophie, de la psychologie et maintenant de la psychanalyse. Ça n'est pas un hasard, ce sont des... et puis on attaque les dispositifs comme les RAZ, etc., les CEO, etc., c'est-à-dire tous ceux qui s'intéressent et qui soutiennent la singularité. Je considère que ça n'est pas un accident de l'histoire, mais un symptôme. Si j'avais le temps, je dirais que la grosse question qui se pose à chacun d'entre nous, vous voyez, pour moi, elle est de savoir si dans la position où on vient nous voir pour nous demander un conseil, est-ce qu'il s'agit d'adapter les gens à une logique d'un monde qui finalement est délétère puisqu'elle s'en prend à la singularité de chacun, ou s'il s'agit de réveiller le poids de la singularité, faire fond sur le symptôme de chacun, parce que c'est sur ce symptôme va fonctionner un peu comme le levier à partir duquel chacun peut redevenir l'acteur de la solution qu'il va fabriquer pour habiter le monde, et en espérant que la satisfaction qu'il y trouvera rejoindra la satisfaction de chacun. Je suis obligé de me taire, je suppose. Si j'avais 3 minutes, je dirais encore 3 choses. Nous aurons l'occasion, après les propos de Madame Linhart, de débattre avec la salle et même entre vous, d'ailleurs. Professeur Serret, vous avez, en plus de ça, le mérite d'avoir préparé, si j'ose dire, le terrain d'intervention de Danièle Linhart. Oui. Peut-être que Danièle Linhart peut continuer à nous éclairer là-dessus. Elle a également une quinzaine de minutes. Et surtout, après, débat. Alors, le sujet que je suis a besoin de son affirmation nominale. Donc, il faut que vous me passiez mon truc. Ah oui, c'est pas moi. Je l'ai récupéré. J'avais tenté d'asseoir Danièle Linhart à côté de moi, mais ça n'a pas marché. Bon, alors, ils ne vont pas me bouffer mes minutes. Donc, je vais d'emblée essayer de rentrer dans le cœur du sujet. Alors, effectivement, ça recoupe de bien des façons les 2 interventions précédentes, mais je prends un angle d'attaque qui, bien entendu, est sensiblement différent, parce que moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue du travail, c'est de comprendre comment est-ce que le management ou les directions d'entreprise s'y prennent pour parvenir à obliger les salariés à travailler comme eux, employeurs, l'entendent. C'est-à-dire qu'il y a une question fondamentale qui est au cœur du contrat salarial et qui est que l'employeur achète du temps d'homme. Il achète du temps aux salariés et le situe dans un contrat de subordination. Et pendant le temps qu'il paye, il se croit en mesure de revendiquer le fait que le salarié renonce à toutes ses valeurs citoyennes, professionnelles, à toutes ses aspirations, pour accepter de travailler pendant tout le temps de son travail de la façon dont l'entend son employeur, parce qu'il jugera que ce temps doit déboucher évidemment sur le profit et la rentabilité la plus forte. Donc toute l'histoire de la mise au travail, en fait, c'est cette histoire à la fois organisationnelle, cette aventure, ce défi à la fois organisationnel et idéologique, c'est-à-dire il s'agit de trouver des modalités d'organisation du temps de travail des salariés qui soient le plus rentable possible, mais en même temps, puisque nous sommes dans une démocratie, puisque nous sommes dans le cadre de liberté et de droit, puisque dans les démocraties, chaque homme s'appartient, donc en quelque sorte, le contrat de subordination est une enclave, puisque l'homme ne s'appartient plus, il appartient, en tout cas son temps appartient à son employeur. Donc il est nécessaire pour les directions d'entreprise de légitimer, de justifier la manière dont ils contraignent les individus au travail. Donc c'est un peu là-dessus que je vais essayer de me raccrocher. Alors effectivement, dans l'histoire, pour aller très vite, il y a eu une solution qui a été apportée par Frédéric Taylor, suivi ensuite de Henry Ford. C'est-à-dire qu'ils ont véritablement révolutionnarisé les méthodes d'organisation du travail et de l'entreprise parce qu'ils ont trouvé cette astuce fondamentale d'asseoir la contrainte, l'emprise, la domination directement dans l'organisation du travail. Vous savez que Taylor a prétendu
et elle l'a fait, expulser les salariés de leur savoir, de leur métier, et de leur imposer des manières, des modes opératoires avec des temps alloués, donc une décomposition des métiers en tâches élémentaires avec des gammes opératoires qui faisaient, pour aller très très vite encore, de l'homme une machine en quelque sorte, obligée, consentante et obligée de se comporter de la façon dont on voulait qu'il se comporte pour être rentable. Alors, il y a eu, et c'est très intéressant, tout un effort idéologique de la part de Taylor, qui a beaucoup écrit, de la part ensuite de Henry Ford, c'est lui qui a introduit les chaînes de montage automatique, comme vous le savez sans doute, dans les usines automobiles de Détroit. Donc il y a eu un effort de persuasion, de séduction, pour que cette offensive d'une brutalité inouïe qui consistait à transformer des gens de métier en machines trouve son sens et se légitime. Alors, ils l'ont mis en relation avec la prospérité économique de la nation, avec l'augmentation des salaires, avec la possibilité d'aborder une société de consommation, avec l'idée de diminuer le plus possible la fatigue physique et mentale, puisque les gens n'avaient qu'à faire ce qu'on leur disait, donc c'était beaucoup plus simple. Il y a même eu cette idée d'une démocratisation du travail, puisque ce n'étaient plus les syndicats de métier qui disaient qui était qualifié, qui pouvait être embauché, mais n'importe qui, sans qualification, pouvait trouver à gagner sa vie de façon honorable et louable. Et c'était l'époque des grandes migrations du nord de l'Europe, de la famine. Donc il y avait des agriculteurs, des paysans qui arrivaient et qui n'étaient pas des ouvriers de métier, mais grâce à cette orientation taylorienne puis fordienne, pouvaient trouver tout de suite un boulot dans une usine. Donc il y avait vraiment toute une idéologie qui débouche ensuite sur le paternalisme. Ford voulait se préoccuper énormément des conditions de vie des ouvriers. Il disait « mon travail est tellement exigeant et fatigant que je vais mettre sur pied un corps d'inspecteurs qui iront vérifier si chaque ouvrier est bien marié, donc a bien quelqu'un, une femme en l'occurrence, pour s'occuper de lui, pour l'empêcher d'aller boire, de courir les femmes, pour nettoyer sa maison. » Enfin, il y avait toute une prise en charge de la vie privée. Il y avait une intrusion extraordinaire dans la vie privée. Après, on a vu toutes les modalités de paternalisme. Mais je veux simplement clore sur ce passé récent du taylorisme fordien pour montrer qu'il y a un équilibre entre une méthode de coercition, une méthode de domination fantastique qui passe par l'inscription du contrôle et de la contrainte dans la définition même des tâches. Il y a donc une coordination de cette offensive avec une rhétorique idéologique, éthique. Taylor et Ford parlent tout le temps d'éthique, de ce qui est moral, de ce qui n'est pas moral, le fair day, fair pay, enfin tout ce qui est honnête, etc. Donc il y a cette idée que toute innovation productive doit s'accompagner d'un progrès idéologique, éthique, moral, philosophique, économique, etc. Bon. Quelle est la période actuelle que nous connaissons? C'est effectivement une période qui s'ouvre sur un fait qui s'affirme de façon relativement brutale, qui est que le taylorisme et le fordisme, compte tenu de la globalisation, compte tenu de l'évolution de la nature du travail, qui devient de plus en plus tertiaire, de plus en plus de services, ces formes d'organisation des salariés ne sont plus aussi adéquates et pertinentes. C'est-à-dire que quand on est dans les sociétés où une grande partie des situations de travail sont en interaction avec autrui, hein, que ce soit un patient, un élève, un usager, un client, procéder par planification systématique et détaillée des manières de faire et allouer des temps, ça n'apparaît pas très pertinent ni opérationnel. Donc il faut trouver une autre modalité acceptable, légitimable idéologiquement, éthiquement, pour contraindre, pour obliger les salariés à faire ce qu'on attend qu'ils fassent, et une fois de plus, à renoncer à leurs propres valeurs citoyennes, professionnelles, personnelles, à leurs aspirations, à leur point de vue sur ce qu'est le bon travail, le vrai travail. Et c'est là qu'on découvre le management moderne qui se caractérise par, je dirais, une entrée d'emblée par le mode idéologique et éthique. C'est-à-dire que l'organisationnel, la contrainte organisationnelle se faufile derrière essentiellement une rhétorique, un discours idéologique qui a surfé sur mai 68,
où les salariés ont fait, notamment en France, une grève générale de 3 semaines qui a plongé dans un véritable traumatisme le patronat français, en remettant en cause l'autorité, la discipline capitaliste, taylorienne, fordienne, et en avançant avec des aspirations personnelles de réalisation, d'épanouissement, de liberté. Alors le management français va surfer là-dessus et dire oui, nous avons compris maintenant que la véritable richesse des salariés, des entreprises, c'est l'intelligence, la capacité d'initiative, le besoin d'affirmation de soi et de réalisation à travers le travail de nos salariés, et nous allons miser là-dessus pour que les entreprises restent performantes. Mais là, il y a une véritable difficulté pour le management, c'est comment miser sur la subjectivité des salariés sans dépendre de leur bonne volonté. C'était la bête noire de Taylor. D'ailleurs, il disait tout le temps, il faut éviter à tout prix que l'employeur dépende de la bonne ou mauvaise volonté de ses ouvriers, dépende de l'état d'esprit de ses ouvriers. Donc le problème est le suivant. Comment faire en sorte que si on lâche la bride, en quelque sorte, sur le coût des salariés, ils ne vont pas en faire qu'à leur tête, mais ils vont accepter de faire l'usage d'eux-mêmes le plus rentable, le plus efficace possible du point de vue de leur employeur. Et c'est là alors en France, comme vous l'avez à juste titre évoqué tout à l'heure, la problématique est encore plus, je dirais, angoissante pour le management, parce que le management français est persuadé qu'il a hérité de mauvais salariés. Il a hérité de salariés qui ont été trop influencés par l'idéologie de la lutte des classes. Vous savez qu'en France, dans les années 50, 60, 70, il y a eu véritablement un parti communiste très important, un syndicat extrêmement combatif, beaucoup de grèves, et il y a véritablement une confrontation, un antagonisme très réel. Donc le management français est vraiment angoissé, traumatisé par ces souvenirs, et il l'est aussi par le fait que les salariés français auraient une spécificité que vous avez évoquée également, celle que met en avant Philippe Diribarne, un sociologue qui compare la société française aux autres sociétés, qui montre que, de façon extrêmement entêtée, le salarié français, beaucoup plus que les autres, et notamment beaucoup plus que les anglo-saxons, veut pouvoir travailler selon ses valeurs personnel de travail et ses valeurs citoyennes. C'est-à-dire qu'il veut pouvoir se retrouver dans son travail et il met son honneur dans le travail. Donc là, c'est la bête noire, en quelque sorte, du management qui doit inventer des modalités de façon plus risquée que dans d'autres pays pour obliger les salariés à travailler de la façon dont ils veulent qu'ils travaillent. Alors là, on a cette offensive, séduire, persuader, convaincre. Et on a vu, c'est assez intéressant de le comprendre, en France, toute une phase participative avec des cercles de qualité, des groupes d'expression, des groupes ad hoc, où il s'agissait pour le management de faire passer des messages, de faire passer des valeurs, de pacifier l'entreprise, d'obliger les gens à penser différemment et de faire discuter entre eux des personnes de niveaux hiérarchiques différents et de services différents. Donc, ça a occupé les années 80, ça a exigé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie de la part des entreprises, mais c'était considéré comme nécessaire pour qu'il y ait en quelque sorte une métamorphose identitaire dans la tête des gens, qu'ils cessent de se considérer comme les héritiers des ouvriers français ou comme inspirés par la logique de l'honneur, mais qu'ils acceptent de devenir les militants inconditionnels de leur entreprise, de porter la cause de leur entreprise. Alors ensuite, il y a eu toute une période aussi, une dizaine d'années, de chartes éthiques, de codes déontologiques, de règles de vie, où les entreprises ont décidé qu'elles allaient définir ce qu'est la morale du travail, ce qu'est le salarié vertueux et finalement ce qu'est l'éthique d'une société. Alors on a mis en avant l'idée de la flexibilité, mobilité, disponibilité, loyauté des salariés et puis surtout quelque chose de très important et qui a à voir à mon avis avec l'orientation, c'est l'idée qu'il faut savoir prendre des risques, l'idée qu'il faut savoir se remettre en cause. Et les entreprises ont très nettement mis en avant cette idée qu'ils ne veulent pas de riscophobes, ce qu'ils appellent le riscophobe, ils veulent les riscophiles, les gens qui acceptent de se mettre en danger relativement, de renoncer aux acquis, aux privilèges, aux routines, aux habitudes, pour se lancer dans l'aventure que leur propose et les défis que leur impose l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est toute une partie très importante. Et puis, il y a eu, de façon plus
2 minutes, profonde, j'accélère, c'est ce qu'on peut appeler le contrat narcissique. C'est-à-dire que, plus profondément encore, les directions ont cherché à mettre en scène les aspirations narcissiques de chacun, en personnalisant à outrance le travail, c'est-à-dire en leur expliquant qu'ils vont se découvrir eux-mêmes s'ils relèvent les défis, qu'ils vont se mettre en concurrence, en compétition avec tous les autres, et particulièrement à l'égard des jeunes, un côté aventurier, nous allons vous faire découvrir qui vous êtes si vous acceptez de venir travailler chez nous. Il me reste 1 minute dans laquelle je voudrais dire que cela s'accompagne au niveau de l'organisation de ce qu'on peut appeler une précarisation subjective. C'est-à-dire que, à côté de toute cette offensive idéologico-éthique, cette séduction, il y a quand même, de façon extrêmement rationnelle et pragmatique, cette idée que pour que les salariés acceptent de s'en tenir aux procédures, aux standards, aux bonnes pratiques voulues par les entreprises, il faut les dépouiller de toutes leurs ressources qui leur permettraient de s'opposer et d'imposer un autre point de vue professionnel. Et du coup, on voit apparaître une politique systématique de changement pour déstabiliser, alors une mobilité systématique, des restructurations de services, de départements, des changements de logiciels, des mobilités systématiques, pour que les gens se retrouvent dépouillés de ce qui est fondamental pour pouvoir résister dans l'entreprise et imposer son point de vue, c'est-à-dire l'expérience. Quand un salarié n'a pas d'expérience, parce qu'on l'a bougé, on le bouge incessamment, on bouge ses instruments de travail, ses logiciels, il n'a plus les mêmes partenaires, il n'a plus les mêmes collègues, eh bien, il se sent dans un état de précarité parce qu'il n'a plus les ressources qui lui permettent de faire du bon travail. Et du coup, pense le management, va être obligé de se raccrocher aux procédures, aux standards que veulent lui imposer les managements. Et j'arrête en disant simplement que ça, c'est une source de souffrance extrêmement forte chez les salariés français, parce que non seulement ils ont peur de ne pas y arriver et de risquer la faute professionnelle qui les mettra dehors de l'entreprise, mais en même temps, c'est l'image d'eux-mêmes qui en pâtit énormément, puisqu'ils ne sont plus les bons professionnels qu'ils souhaitaient être. Bravo. Vous savez que ce moment est intitulé Table ronde, ça veut dire qu'on va essayer d'arrondir le cercle tout en l'ouvrant à la salle, si vous voulez bien. Alors, la première question étant toujours difficile à poser, je vais vous demander de poser à la deuxième, pas une seconde, il y en aura peut-être 3. En revanche, moi, je vais poser la première, si vous voulez bien, et d'une certaine manière, c'est à vous deux que j'ai posé la question. C'est à vous deux que j'ai posé la question, c'est comment... Enfin, Daniel Linhart a beaucoup insisté sur la notion de subjectivité comme étant, en quelque sorte, le fil conducteur des relations au travail, y compris depuis l'émergence de la période industrielle et du Fordisme et du Taylorisme. Comment le juriste et comment le psychanalyste peuvent-ils nous donner des éléments, des pistes pour essayer justement de battre en brèche cette propension qu'ont très fort ceux qui gèrent les organisations à placer les individus dans le lien de subordination, dans des situations de subjectivité totale qui, en quelque sorte, les inhibent, les aliènent. Comment l'un et l'autre pouvez-vous réagir à ça? Et donc la deuxième question sera pour vous. En ce qui me concerne, j'aurais deux observations à faire pour rejoindre ce qui a été dit par Madame Linhart. D'abord pour dire qu'il y a un secteur du droit qui est parfaitement représentatif de ces conflits et de ces contradictions qu'on appelle le droit du travail. Or, le droit du travail, qui est représenté par un énorme code, par des juridictions spécialisées, par une jurisprudence très compliquée, il est vraiment le lieu visible du conflit. Et depuis une centaine d'années, mais plus spécialement depuis en effet une trentaine d'années, il est le lieu d'un combat entre des logiques qui sont absolument opposées et qui ne trouvent que des intermédiaires possibles pour ne pas faire éclater la machine. J'en prends un petit exemple qui est très significatif. C'est le problème du règlement intérieur de l'entreprise. De Godemar, qui est un de mes amis, qui a été dans une autre vie commissaire au plan, a fait un petit bouquin sur l'ordre du travail qui est fascinant. Le règlement de l'entreprise était considéré dans les entreprises comme un privilège régalien du patron. Le patron pouvait régenter son entreprise comme sa chose. Et vous seriez étonné si vous lisiez les règlements d'entreprise de la fin du XIXe siècle, c'est quasiment entre l'armée et la prison. C'est carcéral et c'est militaire. Tout y est prévu.
qui n'est qu'un faible reflet de ce qu'aujourd'hui on voit, et s'en plaignent les dames qui travaillent dans les grandes surfaces, où la pause pipi est réglementée à la seconde près, où les absences sur le travail sont l'objet de réprimandes, etc. Or, la lutte des travailleurs contre le règlement intérieur a été une lutte acharnée pour faire reconnaître qu'il n'y avait pas de droit régalien du patron à décider sur son entreprise, comme l'avait fait Taylor, comme sa chose. Je vous signale, si je le fais, ce n'est pas tout à fait un hasard, qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension sur un des derniers arrêts de la Cour de cassation sur l'affaire de la crèche Babilou. Parce que sur l'affaire la crèche Babilou, tous les gens plus ou moins de gauche, en tout cas qui se rallient à la cause des travailleurs, ont défendu quoi? Le règlement intérieur, à contre-courant complètement, alors qu'après tout, la liberté d'un travailleur vis-à-vis de ce que voudrait lui imposer son employeur, a été une découverte et une victoire des 50 dernières années. Donc attention de ne pas se tromper de combat. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans le droit du travail, me semble-t-il, pour reprendre notre objet, il est moins question aujourd'hui de droit à l'orientation que de droit à la formation. Et il y a une dérive qui est très importante. Que vous soyez orienté ou pas, on s'en moque. Ce qu'on va exiger de vous, c'est une formation compatible avec le poste de travail, c'est-à-dire une expertise qui a besoin d'ailleurs d'être renouvelée. Et tous les combats aujourd'hui pour, en effet, avoir droit à plusieurs formations laissent quelquefois de côté le problème de l'orientation. Merci, professeur. Injonction paradoxale. Est-ce qu'on est dans les injonctions paradoxales, professeur Sauret? Je ne sais pas si c'est à l'injonction paradoxale que je vais répondre, mais je continue à faire écho à ce qui a été dit. De façon large sur la question du travail, après tout, le travail demeure un des moyens de réalisation de l'humain. Je veux dire que quand on s'attaque au travail, on ne s'attaque pas qu'aux sources de revenus. Je crois que c'est quelque chose qui n'est jamais pris en... si des tas de gens le disent, mais dans le concret, c'est quelque chose qui est complètement oublié, c'est un des aspects. La deuxième remarque, c'est que, sans doute, c'est une spécificité française, comme vous le dites, Daniel Linhart, que de voir le poids mis par l'entreprise, par le management français, pour essayer de réquisitionner en quelque sorte la subjectivité des travailleurs. Mais il me semble que ce qui est spécifique, c'est ce poids, mais que la logique est celle du monde de la globalisation, je crois, il me semble. Et du coup, alors évidemment, il y a deux remarques antinomiques. Bon, d'une part, on est arrivé à un renversement civilisationnel, puisque la civilisation, c'est quand même ce qu'on invente pour traiter sa précarité ontologique. On est mortel, on est malade, on est fatigué, etc. Et nous sommes arrivés dans une civilisation qui substitue au traitement de la précarité ontologique une précarité matérielle. C'est-à-dire la civilisation s'est retournée contre elle-même. C'est vraiment le triomphe de la pulsion de mort, de ce point de vue-là, si on était freudien. Et par rapport à ça, c'est vrai que la subjectivité, le désir, la nécessité de s'appuyer sur l'autre, le besoin de valeur, c'est ce qui sont les points faibles, en quelque sorte, du sujet que le capitalisme a su réquisitionner à son compte. Le capitalisme a su s'emparer du désir au point que, bon, on est tous prévenus, c'est une source, comme disait l'autre, le capitalisme, à laquelle il ne faut pas aller boire, parce que plus vous irez boire, plus vous aurez soif. Donc il faut essayer d'arrêter ça, de mettre ça un petit peu en dehors. Par contre, s'il y a une alternative, moi je la vois dans les points d'appui pris sur la singularité. On n'a pas le temps parce que je serais trop bavard, mais je pensais à Mohamed Bouazizi, parce qu'après tout, ça aurait pu être un exemple d'accident du travail, le suicide. C'est-à-dire le sujet qui craque à tel point parce qu'il faut quand même penser qu'on est dans une société où le suicide est une des premières causes de mortalité. Il y a plus de morts de suicide que d'accidents de la route et de la guerre réunis. Même aux États-Unis, qui est pourtant pas mal en guerre. Bon. Donc qu'est-ce qui se passe dans une société? Et ce n'est pas tous des fous, les gens qui se suicident, à supposer qu'il y ait comme ça une logique à ce que les fous se flinguent. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Mohamed Bouazizi, quand même, c'est le type qui, tout d'un coup, on lui fout une baffe, on lui prend son truc, et il dit « je peux tout supporter, mais pas ça ».
et il va le signifier à l'autre en se flinguant. Moi, je suis très sensible à celui qui est à côté et qui reconnaît dans cette limite sa propre limite, mais qui ne se flingue pas, qui dit à un autre, mais on peut tout accepter, mais pas ça. Parce que quand même ensemble, ils ont foutu dehors le tyran. Par contre, faute de réfléchir au pacte social, on voit quand même que c'est les vendeurs de sens qui ont ramassé la mise pour l'instant. Oui. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers une organisatrice. Est-ce qu'on peut quand même solliciter la salle pour une ou deux questions? Oui, j'ai une question. Oui. Alors, vous avez une question, formidable. Oui. Enfin, c'est pas une question, en fait, c'est un peu une réflexion. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Véronique Pantier, Périgueux. C'est à Marie-Jean Sauré que ça s'adresse. Vous disiez la solution, c'est le symptôme comme lieu de tension entre le singulier et le commun, le collectif. Et en vous écoutant, je me disais que finalement, vous parliez aussi un peu du corps des conseillers d'orientation psychologues français. On peut dire qu'en ce moment, il y a des psychothérapeutes d'un genre très particulier qui, au ministère de l'Éducation nationale, de droite comme de gauche, ont décidé depuis longtemps, quand même, d'effacer ce symptôme que nous constituons. Et je crois que c'est pour une raison que vous avez soulignée, qui est que on essaie de tendre quand même à empêcher cette éradication de la singularité, alors qu'il y a quelque chose actuellement qui tend à nous pousser vers d'autres pratiques que celles que nous avons connues historiquement, étant psychologue. Vous disiez, bon, est-ce qu'il faut adapter les gens à une logique ou révéler le poids de la singularité? Je crois qu'un des éléments qui fait symptôme et qui fait que actuellement il y a quand même une tentative de normativation de nos pratiques, normalisation, je crois que c'est lié à ce que vous avez souligné. Voilà, ce n'est pas une question vraiment, mais... Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce commentaire? Non, s'il y a une autre question, je le ferai s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, éventuellement. Alors, une dernière, car nous débordons sur le débordement précédent. Laure Bédassart, à Toulouse, donc en France. Bonjour. Moi, j'aurais plus une question à Madame Linhart. C'est vrai que, et je profite peut-être de la présence de Monsieur Bélier pour la poser, c'est vrai que ce qu'elle a pu décrire dans sa dernière partie sur la manière dont les nouvelles conceptions de management, y compris en France, cherchent à modifier les pratiques professionnelles, à changer les cadres. Alors je vais penser par exemple à mes collègues de Lyon, de Rennes, de Lille, qui se voient infliger des conditions de travail, des fermetures de CIO, etc., etc., particulièrement difficiles, et dont le cadre de travail y compris les conditions de travail, car travailler à 35 en équipe sans avoir même assez de place pour s'asseoir comme à Rennes pose vraiment problème sur justement ce qui fait le collectif de travail. Et j'aimerais donc savoir si... moi, j'ai très fortement pensé à ce que nous pouvons vivre et ce que nous risquons de vivre si les projets autour d'un SPO généralisé continuent. Si elle a pensé que englober les conseillers d'orientation psychologue dans son discours. Voilà. Non, mais je pense que vous posez très très bien le problème. Il y a une attaque généralisée des collectifs de travail, dans l'optique que j'ai essayé d'analyser tout à l'heure rapidement, et c'est beaucoup plus fort encore dans le secteur public que dans le secteur privé, parce que le secteur public est encore porté par une éthique du service public
qui, aux yeux du management, du new public management, fait obstacle à la diffusion et la généralisation de ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Alors, on voit véritablement dans le secteur public, enfin, mon équipe et moi, nous avons beaucoup, enfin, avec une équipe, on a beaucoup travaillé sur cette question. Il y a cette volonté de disqualifier les métiers, que ce soit médecin, infirmier, professeur, pour substituer un rapport au travail qui passe par la capacité d'être, la capacité d'adaptation et la capacité de compréhension de ce que souhaite le management et la bonne volonté d'appliquer pour ménager les deniers publics, donc d'appliquer les bonnes pratiques voulues, choisies par le management. On est au cœur d'une véritable lutte organisationnelle et idéologique qui met en question le métier. Et en fait, la véritable question, et je m'arrête là, c'est à qui appartient le travail ? Est-ce que le travail appartient aux gens qui le font ou est-ce qu'il appartient aux gens qui décident des formes d'organisation du travail ? Dernière intervention de Marie-Jean Sorlet. Elle sera en deçà de cette formule, parce que je trouve que bon, c'est indépassable. Je reviens sur la question que vous posiez tout à l'heure. Juste deux remarques. Une, personnellement, je suis un peu effaré de voir apparaître en France une psychopathologie d'État, c'est-à-dire des définitions, par exemple, des psychothérapies et du contenu dans la loi, des définitions de ce que c'est qu'un être dangereux, etc. Je pense que vous en parleriez mieux que moi avec la peine de sécurité, etc. Je ne développe pas ça, mais c'est assez drôle de voir qu'on s'est battu contre la psychiatrie soviétique quand un dissident était aussitôt mis à l'hôpital psychiatrique parce qu'il récusait le politiquement correct, alors qu'on finit par fonctionner sur la même logique. Ou bien, il y a quand même 40 ans, quand on enfermait quelqu'un pour ce qu'il était, voire on le tuait, pour ce qu'il était, et non pas pour ce qu'il avait fait. Et on voit ça, tout d'un coup, être assez présent dans nos débats, y compris dans les textes officiels. Et la deuxième remarque, concernant quand je dis que le symptôme est une solution, c'est une solution singulière pour le sujet, c'est un point d'appui pour nous. C'est freudien, mais Hannah Arendt avait vu ça, je le redis parce qu'il y a un lien avec la politique étroite. Quand elle voit dans l'éradication, elle disait, elle, des particularités. Les particularités, ce n'est pas tout à fait la singularité. Les particularités, on peut les compter. C'est la forme du nez, vos origines ethniques, comment vous cuisinez, un certain nombre de choses, vos pratiques sexuelles, etc. Elle voyait dans l'éradication des particularités qui se voyaient le début de la massification qui est la première étape de la logique du totalitarisme. Ça sent pas bon. Eh oui. Dernier mot, professeur Miaille. Vraiment un dernier mot. Je suis professeur de droit public et de sciences politiques, donc très attaché à l'enseignement, notamment du droit administratif et du service public. J'étais membre de plusieurs jurys nationaux, j'ai dit tout à l'heure l'ENA, mais aussi de l'école de la magistrature et des collectivités territoriales également. Et je suis étonné de voir que dans les nouveaux dispositifs des concours, on fait entrer dans le jury un psychologue. Et le psychologue, je pense notamment à l'école de la magistrature, depuis l'affaire Outreau, est chargé de dépister parmi les jeunes concurrents ceux dont le profil psychologique pourrait peut-être donner matière à des difficultés. Et je trouve que c'est extrêmement dangereux parce que je suis en train de préparer là une promotion qui va affronter le grand oral bientôt et dont la psychologue a déjà en 3 mots traduit le profil de l'une, par exemple, des candidates. Et je trouve que c'est très dangereux parce que c'est finalement, si ça se répercute dans beaucoup d'autres concours, pourquoi pas demain au baccalauréat, c'est déjà faire entrer les futurs possibles magistrats, administrateurs, etc., dans des cases dont on pourra traiter, j'allais dire, psychiatriquement, cliniquement, et non plus juridiquement. Et je défends là le droit contre la psychanalyse.